Bien, bonjour. Nous allons commencer notre discussion sur le thème de la langue russe, son territoire littéraire. Il va s'agir plutôt peut-être de russophonie. Alors, je ne sais pas si Alès Ouzina était dans la salle, non? Il nous manque un intervenant. Alors, nous allons commencer quand même. Donc, à ma gauche, nous avons Sacha Filipin qui est biélorusse, qui habite, je crois, en Russie. Qui habite en Russie, qui a été lauréat du prix Oscar Premia pour son roman Le Chessin. À sa gauche, nous avons Dmitri Strotsev, biélorusse aussi, poète. Il s'occupe d'un magazine qui s'appelle Vinogradka, qui édite de la poésie. Je crois qu'il est assez innovant en matière de poésie. Il organise des lectures et il met même en chanson des textes. Il a été lui aussi lauréat du prix Oscar Premia pour la poésie. Et puis à sa gauche, nous avons Laurent Charmentin, polytechnicien, industriel, dans la métallurgie, je crois sidérurgie, pardon, qui a une grande expérience de l'Ukraine et qui a publié un livre qui s'appelle L'Empire sans limite aux éditions de l'Aube en janvier dernier, en 2014. Voilà. Alors, je voudrais commencer justement par avoir l'opinion de Laurent sur ce qu'on appelle en français la russophonie, mais qui est un terme qui n'existe pas vraiment en russe, puisqu'en russe on dit plutôt Ruski Mir, le monde russe. Et comme en France on a cet exemple de la francophonie, je voudrais savoir justement s'il voit des parallèles et au contraire des différences tangibles entre ces deux conceptions d'un monde linguistique séparé, dispersé à travers plusieurs États. Oui, merci Cédric. Je dirais que pour ce qui concerne la russophonie, l'usage de la langue russe, bon, il est évident que le russe reste une langue de communication très importante à travers toute l'ex-URSS pour des raisons qui sont liées à l'histoire. En particulier, plus particulièrement dans les territoires peuplés de Slaves, peut-être du côté du Turkménistan ou de l'Ouzbékistan, de l'Asie centrale, la pratique du russe a tendance à reculer, mais enfin, de toute façon, ça reste une langue de communication importante. Le deuxième point, c'est aussi que la langue russe est une forme, est aussi l'un des marqueurs, je dirais, de la civilisation russe, qui là encore déborde ses frontières. L'influence de la civilisation russe ne peut clairement pas être limitée à la Russie, et je crois que ça va être l'un des thèmes de notre discussion avec nos amis écrivains. Donc, tout ça pour dire que oui, effectivement, la russophonie peut être effectivement à l'égal de la francophonie est quelque chose qui dépasse d'assez loin les frontières de la Russie, qui perdure malgré les évolutions politiques. Et donc, oui, culturellement, c'est un phénomène important. Alors, est-ce qu'on peut demander tout de suite, par exemple, on va commencer par Dmitri. Vous êtes biélorusse, vous habitez en Biélorussie. Il y a en Biélorussie une langue officielle, nationale, qui s'appelle le biélorusse. Oui, quel est votre rapport, vous, à la langue russe, intime, et dans le cadre d'un État qui pourtant a une langue officielle différente? Меня здесь представили не совсем точно. Эта информация, видимо, была взята из Википедии, из очень старой статьи. Я несколько слов скажу о том, чем я сейчас занимаюсь. On a présenté ici de façon pas tout à fait exacte. Cette information a été tirée de Wikipédia et cet article sur Wikipédia est très ancien.
Je vais vous dire en quelques mots ce que je fais aujourd'hui. Я являюсь автором и участником проекта «Минская школа». Je suis auteur et participant du projet qui s'appelle l'école de Minsk. Это частная инициатива, это очень узкий круг участников, в центре внимания которых находится нонконформистская поэзия Минска 70-х, 80-х годов прошлого века. Donc c'est une initiative privée, c'est un cercle avec un nombre de participants très restreint et il s'occupe de la poésie non conformiste de Minsk des années 60 et 80 du siècle dernier. Ну, конечно же, мы заглядываем в более глубокое прошлое, мы живем в настоящем, мы думаем о будущем. Bien sûr que nous portons aussi notre regard dans le passé plus profond, nous vivons par le présent et nous pensons au futur. Минская школа издает серию поэтических авторских сборников и альманах «Минская школа». Et donc l'école de Minsk publie une série des recueils poétiques et aussi l'almanach qui s'appelle l'école de Minsk. Вот сейчас вышел третий выпуск нашего альманаха. И вот в это же время, с декабря по март, в Минске проходит такой продолжительный фестиваль «Минская школа», где мы представляем и раскрываем разные аспекты нашего свидетельства. Voilà la troisième édition de notre almanach qui vient de paraître. Et en même temps, du mois de décembre au mois de mars, il se passe à Minsk le festival continu de l'école de Minsk, où nous présentons, nous ouvrons différents aspects de cette poésie dont nous nous occupons. В каждом из выпусков Минской школы есть поэзия, переведенная с белорусского на русский. Et dans chaque publication de l'école de Minsk, il y a des poèmes traduits du biélorusse en russe. И недавно мы провели вечер, который назывался «Минская школа. Поэтический перевод как общение». Il n'y a pas longtemps, nous avons organisé une soirée au thème d'école de Minsk, traduction de poèmes comme communication. И в этом вечере принимали участие белорусские поэты, известные ведущие белорусские поэты, переводчики. И мне кажется, у нас получился очень хороший вечер и настоящее общение. Il y a eu des poètes biélorusses très connus qui ont pris part à cette soirée, mais aussi des traducteurs. Et je crois que la soirée a été très réussie et la communication a été très réussie. Вот, а теперь такое очень для меня важное свидетельство и положение. Et je voudrais donc faire un témoignage, exprimer une position qui est très importante pour moi. Первое, о чем сегодня нужно говорить, это о кинозисе русского языка в Беларуси. Кинозис. La première chose dont il faut parler, c'est le kinosis de la langue russe en Biélorussie. О кинозисе как осознанной задаче, о новой модели поведения, о самоумолении русского в ситуации пограничья. Donc, un kinosis comme une tâche bien réfléchie de l'autorestriction du russe. В ситуации встречи с другой языковой стихией белорусской. Dans la situation de la rencontre avec un autre élément linguistique, notre langue, la langue biélorusse. Необходимо забыть о каком бы то ни было соревновании, о борьбе за влияние, о проявлении мягкой силы. Il faut oublier toute concurrence, toute lutte pour l'influence, toute preuve, donc quand on veut faire preuve de cette force douce. А сила есть и вот какая. Parce qu'il y a cette force, elle est comme ça. В 90 случаях из 100 общение с детьми и подростками в белорусских детских садах и школах ведется на русском языке. Dans 90%, la communication dans les langues maternelles, dans les écoles, avec les jeunes, se fait en russe. Во всех высших учебных заведениях преподавание ведется на русском языке.
Et dans tous les établissements d'enseignement supérieur, l'enseignement se mène en russe. Почти в 100 случаях телевизионное и радиовещание на русском. Et presque dans 100% des cas, les émissions de télé, les émissions de radio sont en russe. Газеты и журналы почти все на русском. Aussi que la presse qui est presque toute en russe. Книги в книжных магазинах практически все на русском языке. Et les livres qui se vendent dans les librairies sont pratiquement tous en russe. Невозможно повлиять на коммерсантов, которые борются за рынки. C'est impossible d'influencer les commerçants qui font la guerre pour les marchés. Но мы, литераторы, должны осознать свою ответственность. Mais nous, en tant que littéraires, devons comprendre notre responsabilité. С нашего попустительства, из-за наших обид, C'est avec notre négligence et à cause de nos rancunes белорусский язык может вдруг исчезнуть в Беларуси. que la langue biélorusse peut brusquement disparaître en Biélorussie. Как уже произошло с идишем, Comme ça s'est passé avec l'Yiddish, который еще в середине прошлого века был одним из государственных языков Советской Беларуси. qui a encore au milieu du siècle dernier était l'une des langues officielles de la Biélorussie soviétique. Необходимо уступающее общение. Donc il faut la communication qui sait faire les concessions. Внимательная встреча с белорусской словесностью. Il faut donc savoir rencontrer attentivement la littéralité biélorusse. Необходимо активно переводить белорусских авторов на русский. Et il faut aussi traduire de façon très active les auteurs biélorusses en russe. Привлекать белорусов к участию в российских проектах везде, где только можно. Attirer les Biélorusses à la participation au projet russe tant que c'est possible. И мы должны помочь тем русскоязычным авторам Беларуси, Et nous devons aider les auteurs biélorusses russophones которые еще не совсем оторвались от корней, перейти с русского на белорусский. qui n'ont pas encore tout à fait perdu leurs racines pour qu'ils puissent passer du russe en biélorusse. Это достойно, это по-христиански, это кинозис. Ce serait digne, ce serait donc un acte chrétien, ce sera la kenosis. Нельзя жадничать. On ne peut pas être avare. Je pense que le mieux c'est de passer tout de suite la parole à Sacha, qui lui aussi est biélorusse, et il va nous dire s'il est de la même opinion, s'il a des choses à rajouter, et puis il va nous parler aussi de son rapport à la langue russe, parce que je crois que Sacha écrit en russe. Добрый день. Во-первых, я бы хотел во многом согласиться с Дмитрием, кроме последнего пункта. Я считаю, что каждый писатель сам для себя должен определять язык, на котором он пишет. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais dire que je suis d'accord avec Dmitri sur beaucoup de points, sauf le tout dernier point, parce que je crois que l'écrivain doit définir pour lui-même la langue dans laquelle il écrit. На самом деле, я здесь нахожусь в достаточно парадоксальной ситуации, как русскоязычный белорусский писатель, и, вероятно, я должен был бы защищать русский язык, но, как уже Дмитрий сказал, у русского языка действительно нет никаких проблем в Беларуси, и, наоборот, есть некоторые проблемы у белорусскоязычных писателей в стране. Moi, je suis ici dans une situation assez paradoxale. En tant qu'écrivain biélorusse russophone, j'aurais dû peut-être intervenir pour défendre la langue russe, mais je suis d'accord avec Dimitri sur le point que la langue russe en Biélorussie n'a vraiment aucun problème. Ce sont plutôt les écrivains biélorussophones qui rencontrent des problèmes. Я бы хотел поговорить о еще одной проблеме, которая, как мне кажется, остро стоит в Беларуси. Минск очень читающий город, но при этом Минск совершенно не публикующий город. Процент книг, который издается, он ничтожен. Для человека, который любит литературу, оказаться в Париже – большое счастье, потому что здесь вы видите огромное количество букинистических лавок, магазинов, счетов с писателями, которые рекламируют свои книги. Все это совершенно невозможно представить в Минске, в городе, в котором есть, по моим ощущениям, несколько книжных магазинов, и последние независимые издательства умирают. Je voudrais aussi toucher à un autre problème que Dimitri n'a pas mentionné. Le problème est tel que Minsk, tout en étant une ville qui lit beaucoup, n'est pas une ville qui publie.
C'est-à-dire qu'à Minsk, il est très difficile, quasiment impossible de se faire publier. Et ici à Paris, pour moi c'est une aubaine quand je vois donc plusieurs magasins de bouquinistes, plusieurs librairies, les rencontres avec les écrivains qui se font dans les librairies. C'est quelque chose qui est impossible à Minsk, où il y a, selon mon impression, quelques librairies et les dernières maisons d'édition indépendantes sont en train de mourir. Парадоксальность моей ситуации заключалась в том, что я, желая быть белорусским писателем, ни на секунду не задумывался о том, чтобы публиковаться в Беларуси. Я понимал, что если я хочу, чтобы моя книга дошла до максимального количества людей, что важно для книги, чтобы ее читали, я понимал, что единственная моя стратегия – это публикация в России. И именно через Россию моя книга пришла в Беларусь. Et ma situation est paradoxale du fait que, tout en étant en voulant être un écrivain biélorusse, je ne pensais pas un seul instant me publier en Biélorussie. Je comprenais que pour que mon livre atteigne donc un certain nombre de lecteurs, ce qui est indispensable pour un livre, il faut que je me fasse publier en Russie. Et c'est par la Russie que mon livre est arrivé aux lecteurs biélorusses. Да, и вот если сегодня мы смогли поговорить, то я бы хотел обратить внимание на, в моем понимании, совершенно катастрофическую ситуацию с книжным рынком в Беларуси. Et donc aujourd'hui, comme nous sommes en train de parler ici, je voudrais attirer votre attention sur la situation tout à fait catastrophique du marché de livres en Biélorussie. Juste une petite question encore pour Sacha. Est-ce que la situation du marché du livre en Russie est peut-être meilleure qu'en Biélorussie, mais est-ce que comparé au marché européen, français, allemand, c'est satisfaisant? Мне сложно судить о состоянии всего российского рынка. Очевидно, он, конечно, гораздо лучше, чем рынок в Беларуси. Мне сложно сравнивать с французским рынком, потому что я не так хорошо с ним знаком. Но очевидно, что роль писателя в России и в Беларуси и во Франции она очень разнится. В России сейчас вспоминают о писателях, когда нужны какие-то пропагандистские ресурсы, или наоборот, и есть телеканал «Культура» и еще несколько таких кружков по интересам, которые занимаются литературой. И это совершенно точно нельзя сравнить с Францией, где, скажем, на Франции выходит вечернее шоу, в котором еженедельно обсуждается огромное количество киноновинок. Это совершенно невозможно представить себе в России. Сейчас вообще программа о литературе на большом канале или на канале «Культура», у которого доля просмотров там 0,7%, а на большом каком-то государственном канале невозможно себе представить программу о книжных новинках еженедельно, тем более. Je ne pourrais pas parler de tout le marché russe. Donc bien sûr que la situation est loin d'être aussi catastrophique qu'en Biélorussie. Et c'est difficile de comparer au marché français parce que je ne le connais pas très bien. Mais il faut dire que le rôle de l'écrivain en Biélorussie, en Russie et en France est très différent. En Russie aujourd'hui, on se souvient des écrivains quand il y a la nécessité de faire de la propagande. Sinon, ils sont, vous les trouvez seulement sur la chaîne Kultura, c'est l'Arte russe, donc, qui ne compte que 7% de public, et quelques cercles d'intérêt où on peut discuter des livres. De s'imaginer donc un écrivain qui va parler de son livre sur une chaîne nationale comme France 2, France 3, comme ça se fait en France, qu'il y ait un programme sur une chaîne nationale qui parle des livres. Aujourd'hui en Russie, ce n'est pas possible, ce n'est pas imaginable, donc ça ne se fait pas. Merci beaucoup. Alors, Oles Bouzina nous a rejoint. Oles, vous êtes ukrainien, vous êtes né à Kiev, vous travaillez pour différents journaux ukrainiens. Vous êtes aussi auteur. Je lis là avec... Alors, est-ce que vous voulez déjà ajouter quelque chose? Огромное спасибо за возможность оказаться в этом историческом здании, которое пронизано несколькими столетиями французской славы.
Je vous remercie beaucoup pour cette occasion qui m'a été donnée donc, de venir ici dans ce bâtiment qui se souvient de quelques centenaires de gloire française. Я чувствую ответственность этого момента. Je ressens la responsabilité de ce moment. Когда мы говорим о том, что исчезают некоторые языки, то не стоит забывать о том, что рискует исчезнуть книга вообще на всех языках. Quand nous discutons aujourd'hui le risque de la disparition de quelques langues, il ne faut pas oublier que le livre en tant que tel risque de disparaître dans toutes les langues. Мы живем в эпоху билингвизма. Nous vivons à l'époque du bilinguisme. Большинство культурных людей, а культурные люди – это те люди, которые читают книги, в той или иной степени знают два языка. Et la majorité des gens instruits, c'est-à-dire des gens qui lisent les livres, connaissent dans une certaine mesure deux langues. Иногда это французский и немецкий, как в Эльзасе. Certains, c'est le français et l'allemand, comme en Alsace. Иногда это русский и английский, как в России. Pour d'autres, c'est le russe et l'anglais, comme en Russie. Я хотел бы вспомнить в этой связи всемирно известного русского писателя Владимира Набокова. Et je voudrais évoquer donc dans ce rapport l'écrivain mondialement connu, l'écrivain russe Vladimir Nabokov. Он писал на двух языках, по-русски и по-английски. Qui a écrit en deux langues, en russe et en anglais. Ему же принадлежит фраза, которая, пожалуй, описывает ситуацию в литературе лучше, чем какая-либо другая. Et c'est à lui qu'appartient la phrase qui peut décrire la situation de la littérature mieux que tout autre. Набоков говорил, национальная принадлежность стоящего писателя – дело второстепенное. Nabokov a dit que l'identité nationale d'un bon écrivain, c'est l'affaire secondaire. Ее, конечно же, нужно учитывать. И нужно учитывать то, на каком языке писатель пишет изначально свой текст. Qu'il faut bien sûr prendre en compte, tout comme il faut prendre en compte la langue dans laquelle l'écrivain écrit ses textes donc, à l'origine. Но важнее всего то Божье чудо, которое мы называем качеством литературы. Mais ce qui est le plus important, c'est ce miracle divin que nous appelons la qualité de la littérature. И ситуация билингвизма, характерная для Украины и Белоруссии, на мой взгляд, очень плодотворна для развития литератур в будущем. Et la situation du bilinguisme que nous observons en Ukraine et en Biélorussie, pour moi, est très favorable pour le développement de la littérature dans le futur. Объясню почему. Et je vous explique pourquoi. Мы постоянно забываем, что, например, Пушкин, с которого начинается русская классическая литература, был трилингвом. Он свободно говорил по-русски, по-французски и очень неплохо по-английски. Nous oublions par exemple que Pushkin, qui est à l'origine de la littérature russe classique, parlait trois langues. Il parlait donc russe, français et anglais. Другой русский классик, Михаил Лермонтов, был в той же ситуации. Тоже знал свободно три языка – английский, французский и русский. Et un autre classique russe, Mikhail Lermontov, était dans la même situation. Lui aussi, il parlait librement le français, l'anglais et le russe. Если говорить о классике украинской литературе Тарасе Шевченко, с которого началась украинская литература. Et si on parle du classique de la littérature ukrainienne de Taras Shevchenko, par qui donc, la littérature ukrainienne a commencé, то он тоже был билингвом. Lui aussi, il était en bilingue. Даже трилингвом, потому что он свободно говорил по-русски, по-украински и по-польски.
même trilingue parce qu'il s'exprimait librement en russe, en ukrainien et en polonais. Justement, mais pour parler de manière un peu plus concrète de l'Ukraine, de la Biélorussie, est-ce que vous jugez que ce bilinguisme entre le russe et le biélorusse, Dmitri nous a expliqué que le russe avait pris le dessus sur le biélorusse, en Ukraine où l'ukrainien est quand même proportionnellement beaucoup plus parlé, pensez-vous qu'il y ait une coexistence équilibrée possible sans qu'on en vienne à des buts d'influence, voire à la guerre, même si ce n'est pas l'argument le seul élément de la guerre? Comment voyez-vous la situation en Ukraine, la situation de bilinguisme? Vous avez été présenté dans le petit fascicule de ces journées du livre russe comme un partisan de la fédéralisation. Est-ce que c'est ainsi et comment voyez-vous cet équilibre du russe et de l'ukrainien? Вы знаете, что в Украине сейчас происходит война, Vous savez qu'il y a la guerre en Ukraine en ce moment, и для меня это очень печально. et pour moi c'est très triste. Я считаю, что первое, что нужно сделать, это установить в Украине перемирие, мир. Et la première chose pour moi qu'il faut faire, c'est rétablir la paix en Ukraine, donc cesser le feu. Перевести ситуацию из вооруженной фазы в русло дискуссии, Et de transférer toute cette situation de la phase militaire à la phase de la discussion. подождать, чтобы страсти остыли, Attendre que donc, les passions se taisent un peu, и не только подождать, et pas seulement attendre, но и всячески способствовать тому, чтобы страсти остыли. il faut aussi donc, essayer de tout faire pour favoriser ce calme. Потому что очень печально видеть, как спекулируют темами важными, но намного менее важными, чем человеческая жизнь. Parce qu'il est triste de voir les gens manipuler des sujets très importants, mais quand même moins importants que la vie humaine. Сейчас у нас парадоксальная в Украине ситуация. La situation en Ukraine est paradoxale, Потому что, несмотря на все, что происходит в стране, у нас по-прежнему выходят газеты на русском языке. parce que malgré tout ce qui se passe dans le pays, on a toujours des journaux qui paraissent en russe. Существуют русскоязычные каналы на Il y телевидении. a toujours des chaînes russes à la télé. Причем речь идет не о маргинальных каналах и газетах, а тех, которые являются мейнстримом. Et il ne s'agit pas des chaînes et des journaux marginaux, mais donc de ceux qui représentent le mainstream. Поэтому я считаю, что мирное сосуществование в будущем двух языков, русского и украинского, в Украине не только возможно, Et je crois que la cohabitation paisible des deux langues en Ukraine, le russe et l'ukrainien, n'est pas seulement possible, но и станет реальностью. mais c'est ce qui deviendra la réalité. В какой форме это будет, другой вопрос. Sous quelle forme, ça c'est une autre question. Но в связи с ситуацией я хотел бы максимально отойти от любых политических раздражителей. Mais donc en rapport avec la situation actuelle, je voudrais donc qu'on se distance au maximum de tous les stimulus, tous les irritateurs politiques. Если провести историческую аналогию, пусть и не языковую, Donc, si on trace un parallèle historique, même s'il ne s'agit pas d'un parallèle concernant la langue, и вспомнить ту же французскую историю, et qu'on se souvient de l'histoire française, наверное, вы все счастливы, что во Франции сейчас больше невозможны религиозные войны, как в XVI веке. je crois que vous êtes tous heureux du fait qu'en France, les guerres religieuses, comme au XVIe siècle, ne sont plus possibles. И сколько бы ни обвиняли того же Анри IV в отсутствии твердых принципов,
On peut accuser tant qu'on veut Henri IV de l'absence des convictions. Но его курс на веротерпимость оказался наиболее продуктивным в тех условиях. Mais c'est son inspiration vers la tolérance qui s'est révélée être la plus productive dans ces conditions de l'époque. Такая же ситуация существует и с языками. Et c'est la même situation qui existe avec les langues. Главное, чтобы все утихло, главное, чтобы прекратила литься кровь. L'essentiel, c'est que tout soit calme et que le sang ne coule plus. А потом можно будет разговаривать на всех языках. Et après, on pourra parler toutes les langues qu'on veut. Alors, je voudrais rebondir sur ce thème en m'adressant à Dimitri. La même question. En Biélorussie, le biélorusse est ultra minoritaire. Quel est l'équilibre possible? Faut-il exiger qu'on ne parle que biélorusse ou y a-t-il une place pour la langue russe? Et à quel point d'équilibre est-il possible de trouver? Si vous me permettez, j'irai un peu plus loin dans cette question. Le Biélorussie est un pays qu'on connaît relativement mal ici. Quel est le support social qu'on peut trouver pour la pratique du biélorusse? La part de la population qui parle le biélorusse. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à défendre l'usage du biélorusse? Et aussi sur le plan gouvernemental, est-ce qu'il y a des politiques pour soutenir l'usage du biélorusse? Я сначала отвечу на первую часть вопроса. Tout d'abord, je répondrai à la première partie de la question. Дело в том, что на фоне событий, которые происходят в Украине, Sur le fond des événements qui se passent en Ukraine, со стороны российских коллег du côté des collègues russes, в сетях, в интернете стали появляться такие предсказания, предположения о том, что в Беларуси тоже возможен мощнейший следующий всплеск национализма белорусского. Donc, de la part de ses collègues sur Internet, dans les réseaux sociaux, il y a donc des sortes de prévisions qui disent que après ces événements, il est possible qu'en Biélorussie ait lieu une nouvelle explosion de nationalisme. И для нас, живущих в Беларуси, в этом билингвальном пространстве, конечно, очень странно и дико это слышать. Et pour nous qui vivons en Biélorussie, dans cet espace bilingue, c'est très étrange d'entendre ces choses-là. У меня есть какое-то свое мнение, почему так происходит, почему у наших российских коллег, которые редко бывают в Беларуси и в Украине, формируется такое представление. Moi, j'ai ma propre idée sur la possibilité donc, de cette opinion qui se forme chez nos collègues qui ne vont que rarement en Biélorussie et en Ukraine. Перед русскими писателями, живущими в Центральной России, стоят другие задачи, не такие, как перед пишущими и думающими по-русски авторами, которые живут в пограничном пространстве. Face aux écrivains de la Russie centrale se trouvent d'autres problèmes et ce ne sont pas les mêmes problèmes qui se posent aux écrivains russophones qui habitent dans l'espace frontalier. Человек срединного российского мира имеет иную ментальность, чем человек мира пограничного. L'homme de la Russie du milieu a une autre mentalité que celui qui habite à la frontière. Встреча с иными культурными феноменами для человека срединного мира – это ситуация тревожная, которую нужно исправить. Et la rencontre avec d'autres phénomènes culturels pour cet homme du milieu, c'est une situation qui fait naître de l'angoisse, c'est une situation qui doit être corrigée. Поэтому у него появляется желание свой срединный мир расширять, создавая на занятых пространствах комфортную монолингвальную ситуацию.
Et donc il a le souhait d'élargir son monde de milieu pour se créer sur les territoires, sur les nouveaux territoires, une situation confortable pour lui, c'est-à-dire une situation monolingue. Но эта задача нерешаемая. Mais ce n'est pas un problème qui peut se résoudre. Расширяя какое-то пространство, мы увеличиваем протяженность границы между этим пространством и смежным. Parce qu'en élargissant l'espace, nous créons aussi beaucoup plus de frontières entre cet espace et l'espace qui est au-delà. И вот эта пограничная область, где встречаются разные языковые стихии, которая естественно формируется, превращается в стену, которая разделяет ненавидящие друг друга сообщества. Et donc cet espace frontalier où cohabitent plusieurs langues se transforme en mur qui divise des communautés qui se haïssent. Поэтому первое, что можно пожелать всем нам, русскоязычным, Et la première chose qu'on peut souhaiter à nous tous russophones, это взаимное доверие, c'est la confiance mutuelle, чтобы наши коллеги, которые живут в центральной России, доверяли нам, pour que nos collègues qui vivent dans la Russie centrale nous fassent confiance, живущим в пограничье. à nous qui habitons dans la zone frontalière. Потому что у нас есть этот механизм установления отношений, общения с белорусами. Parce que nous avons ce mécanisme de relation, de communication avec les Biélorusses, avec les Ukrainiens. Alors, on va demander à Sacha à nouveau son réaction. Да, я бы хотел добавить только то, что я опять согласен с Дмитрием. Je suis encore une fois d'accord avec Dimitri, je voudrais juste ajouter une chose. Я думаю, что сейчас происходит некоторая подмена понятий. Je crois donc qu'il y a, qu'on se trompe ici de notion. В течение последних 20 лет в Беларуси проходила политика жесточайшей руссификации. Pendant les 20 dernières années, la Biélorussie a connu la politique d'une russification très dure. Я могу судить это по себе, потому что каждый год я начинал учиться в школе, в котором преподавание было на белорусском языке вместе с русским языком, и с каждым годом этого белорусского языка становилось гораздо меньше. Je peux juger sur ma propre expérience parce que j'ai commencé ma scolarité dans une école où l'enseignement se faisait en biélorusse et en russe. Et avec les années qui venaient, il y avait de moins en moins de langue biélorusse. В Минске и по всей Беларуси закрывались белорусскоязычные школы, и единственным языком преподавания становился русский, а преподавание в университете на белорусском языке вообще не было никакой речи. Les écoles biélorussophones se fermaient à Minsk et partout en Biélorussie. La seule langue d'enseignement devenait le russe. Et pour enseigner dans des établissements supérieurs en biélorusse, il n'en s'agissait même pas. Поэтому сейчас, когда белорусский язык не то что поднимает голову, как говорят в России, а постепенно, шаг за шагом, медленно возвращает свои очень скромные позиции, я бы хотел, чтобы это очень точно перевели. Et c'est pourquoi aujourd'hui, quand la langue biélorusse, ce n'est pas donc comme si elle levait vraiment la tête, comme on le croit, mais elle ne fait que de très nulle pas pour reprendre ses très modestes positions qu'elle avait avant. И происходит эта подмена понятий. Et donc c'est aujourd'hui qu'il y a ce problème donc, de concept. По-прежнему белорусский язык в Беларуси остается, мне не хотелось бы использовать слово диалект, но совершенно точно он ущемлен по отношению к русскому языку. La langue biélorusse aujourd'hui en Biélorussie reste, je ne voudrais pas utiliser le mot dialecte, mais de toute façon elle reste très restreinte par rapport aux Russes. И еще один очень важный момент, к сожалению, в истории Беларуси произошел такой период, когда выбор языка стал выбором вашей политической программы. Многие люди выбирали белорусский язык
не потому, что они условно хотели на нем разговаривать, но вопреки тому, чтобы разговаривать на русском языке, многие русскоязычные белорусы переходили на белорусский язык как раз для того, чтобы доказать, что они есть белорусы. Et il faut remarquer qu'à un moment, le choix de la langue est devenu en Biélorussie le choix politique, c'est-à-dire que les Biélorusses choisissaient pas la langue parce qu'ils voulaient en parler, mais en opposition aux Russes, certains Biélorusses russophones passaient en biélorusse justement pour prouver qu'ils sont des Biélorusses. И сейчас как раз, как мне кажется, происходит очень хорошее и позитивное, то, что белорусский язык перестают выбирать как политический инструмент, а люди разговаривают на белорусском языке, потому что на нем разговаривали их предки и деды. Et aujourd'hui, quelque chose de très positif se passe, c'est qu'on ne choisit plus la langue biélorusse comme un instrument politique, mais on le parle parce que donc les aïeux, les grands-pères le parlaient. Vous le parlez bien, le biélorusse? Oui. D'accord. Et vous, j'imagine aussi couramment? Alors je voudrais maintenant demander à Laurent Chamontin un peu un regard extérieur. Vous avez vécu en Ukraine, à Kryvyi Rog, je crois, c'est ça. C'est une région majoritairement russophone. Vous avez appris le russe, pas l'ukrainien. Expliquez-nous un peu comment un étranger voit cette situation de bilinguisme officieux avec une langue qui n'est pas une langue nationale, qui est pourtant utilisée tous les jours. Quel était votre rapport à cela? En fait, effectivement, on est dans une région, tout ce qui est le Krivbas, on est dans une région qui est très russophone. Et donc, on est au sud de Dnipropetrovsk, et donc il faut repartir vers Kiev, quelque part vers Kirovograd, dans les campagnes, enfin autour de Kirovograd, on recommence à entendre parler l'ukrainien plus spontanément. Moi, ce que je voulais faire comme témoignage à ce niveau-là, c'est que au niveau de la vie de tous les jours, l'intercompréhension ne pose pas de problème. Moi, j'ai vécu 3 ans, j'ai jamais senti de problème ni lié à l'intercompréhension, ni lié à une rivalité entre les deux langues. C'est quelque chose qui n'existe pas. Ce que j'ai vu, c'était effectivement que ça avait une signification politique. J'ai assisté à l'évocation de Yulia Tymoshenko pendant la campagne présidentielle de 2010. Et donc, tant que les caméras de la télévision étaient là, elle parlait en ukrainien. Et après, quand les caméramans ont rangé leurs caméras, elle a commencé à parler en russe. Parce que, encore une fois, c'est la langue usuelle. Tout le monde parle russe tous les jours là-bas. Donc, je crois il faudrait essayer d'éviter, sur le terrain, encore une fois, il n'y a pas vraiment d'opposition entre les deux. Il faut essayer au maximum, surtout dans la période très difficile qu'il y a lieu aujourd'hui, il faut essayer d'éviter de créer des problèmes linguistiques là où ils n'existent pas. Alors justement, on va rebondir sur l'Ukraine. Олесь, pardon. Vous parlez bien l'ukrainien? Я пишу стихи на этом языке. Судите сами, можно ли плохо разговаривать, если ты пишешь по-украински стихи. J'écris des poèmes en cette langue, donc c'est à vous de juger. Est-ce qu'on peut mal parler une langue quand on écrit des poèmes en cette langue? Moi j'ai une question à vous poser. Au regard des récents événements, c'est-à-dire la révolution, puis le conflit dans le Donbass, est-ce qu'il y a aujourd'hui une dynamique de la langue ukrainienne? Est-ce qu'elle progresse? Est-ce que les gens l'emploient plus volontiers, plus spontanément? Эти процессы парадоксальны, как и все, что происходит на протяжении последних 2 лет в Украине. Cette dynamique est paradoxale, comme est paradoxal tout ce qui s'est passé en Ukraine ces 2 dernières années. В основе происходящего лежит гражданский конфликт. À la base de ce qui se passe, il y a un conflit donc, civil. И парадокс состоит в том, что с 2 сторон воюют люди, прекрасно понимающие друг друга в языковом отношении.
Et le paradoxe est dans le fait que des deux côtés, nous retrouvons les gens qui se font la guerre, mais qui se comprennent très bien mutuellement sur le plan linguistique. В качестве примера я могу привести двух своих погибших друзей. Et je peux vous citer un exemple, mes deux amis qui sont morts. Они оба были киевлянами. Ils venaient tous les deux de Kiev. Они сражались по разные стороны линии противостояния. Ils étaient donc des deux côtés, ils faisaient la guerre des deux côtés de cette frontière, На Донбассе. à Donbass. Оба предпочитали разговаривать по-русски. Les deux préféraient parler en russe. Оба были по происхождению украинцами. Les deux étaient ukrainiens d'origine. И оба прекрасно понимали и могли разговаривать на украинском языке. Et les deux comprenaient très bien et pouvaient parler l'ukrainien. Как гражданину Украины мне самому трудно понять, почему люди выбирают вооруженный путь для выяснения отношений. En tant que citoyen ukrainien, c'est très difficile pour moi de comprendre pourquoi les gens choisissent la voie militaire pour comprendre ce qui se passe. Но, повторяю, это тупиковый путь. Mais c'est une impasse. И оба моих друга, которых я уговаривал не воевать, Et donc mes deux amis que j'ai essayé de convaincre de ne pas faire la guerre, к сожалению, погибли. malheureusement ils sont morts. И есть множество ситуаций, где русскоязычные люди поддерживают сейчас нынешнее центральное украинское правительство. Et il y a beaucoup de situations où les gens russophones soutiennent le gouvernement ukrainien d'aujourd'hui. Подчеркиваю, русскоязычные. Et je souligne les gens russophones. Преимущественно разговаривающие по-русски. Qui parlent surtout en russe. Но чувствующие себя прежде всего гражданами Украины. Mais qui se ressentent avant tout les citoyens ukrainiens. И есть другая ситуация, когда люди, живущие на Донбассе, вдруг перестают чувствовать себя гражданами Украины. Et il y a une autre situation quand les gens qui vivent à Donbass ne se sentent plus les citoyens ukrainiens. Среди этих людей есть сельские люди, которые преимущественно разговаривают по-украински. Et parmi ces gens-là, il y a ceux qui parlent principalement ukrainien. Все так запутано, что можно сойти с ума. Tout est vraiment très ambigu, tout se confond au point de nous rendre fous. Это, кажется, даже Кафка не мог описать ничего в своих странных романах. Je crois que même Kafka n'aurait pu décrire quelque chose de si étrange dans ses romans. Вот, собственно, но эта ситуация динамична. Mais cette situation donc, ne reste pas sur place. Повторяю, одно дело спорить или дискутировать о языковых проблемах в теплой аудитории. Mais une chose est de discuter les problèmes linguistiques dans une salle confortable. Человек, живущий в районе военных действий, mais la personne qui habite dans la zone des actions militaires, обычный человек, une personne ordinaire, прежде всего хочет выжить. veut avant tout survivre. И за исключением людей радикально настроенных, Et à part les radicaux, которых в любом обществе сравнительно немного, qui ne font pas une très grande partie de la société, большинство людей начинают хотеть просто мира. la majorité des gens veulent tout simplement survivre. Они перестают интересоваться, чей это снаряд разрушил их дом. Ils ne s'intéressent plus de quel côté venait le but qui a détruit leur maison. Потому что на войне, как известно, снаряды летают в обе стороны. Parce qu'à la guerre, à commencer, les obus viennent de tous les côtés. Merci. Donc, Oles vient de parler de deux amis ukrainiens, ce qu'on appelle la nationalité en russe, qui pourtant parlent russe. Laurent, vous avez
Laurent, vous avez écrit un livre sur le monde russe. Qu'est-ce que c'est le monde russe et est-ce qu'on ne confond pas le monde russe avec le monde russophone? Le monde russophone est plus étendu que le monde russophone. Commençons par ma définition du monde russe, hein, qui n'a rien de politique, c'est une définition culturelle. Le monde russe, c'est l'ère d'influence prépondérante de la civilisation russe. À ce titre-là, j'ai considéré, sur la base d'éléments à mon avis assez probants, que effectivement la Biélorussie, et avec réserve l'Ukraine, faisait partie de l'ère d'influence prépondérante de la civilisation russe. Parce que, ceci pour dire que, en particulier quand vous êtes en Ukraine, si vous regardez les caractéristiques du modèle politique, du modèle de l'État, vous êtes clairement encore aujourd'hui assez loin de l'Europe. Peut-être les Ukrainiens ont envie de modifier cette situation, mais en matière de modèle politique, pour le moment, ceux qui sont en train d'essayer de moderniser, c'est un modèle politique avec des caractéristiques assez proches du modèle russe. Donc, à partir de ce moment-là, effectivement, je crois que cette notion-là, effectivement, de monde russe a une consistance. Après, pour ce qui concerne la traduction politique, il ne faut pas évidemment en tirer des conclusions, mais cette notion-là a effectivement une consistance plus réduite que celle de la russophonie, parce que, encore une fois, la russophonie, c'est aussi une partie de l'Asie centrale, c'est aussi le Caucase, c'est aussi la Moldavie, c'est aussi une partie des Pays-Bas. Et là, par contre, on n'est pas du tout dans la même situation de similarité des modèles politiques. Si on prend la russophonie, pour le dire simplement, c'est un monde très, très éclaté, alors que le monde russe, qui est plus restreint, est quand même plus cohérent, j'entends, sur le plan culturel. J'insiste lourdement sur le plan culturel. Alors moi, je voudrais demander à Sacha qu'il nous parle de son livre. Vous avez écrit, il n'est pas traduit en français, je crois, moi je ne l'ai pas lu, mais vous avez écrit un livre qui s'appelle Buvchestin et qui parle de la vie à Minsk. Est-ce que je me trompe? Alors, on parlait de la langue, mais est-ce que cette différence linguistique entre la Russie et la Biélorussie, même si elle est mineure, est-ce qu'elle se traduit dans la vie? Est-ce que Minsk est sensiblement différent de Moscou? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Minsk? Несмотря на то, что мы говорим на одном языке, мы являемся все же гражданами разных стран и разных культур. И Минск, конечно, всегда был, хотим мы того или нет, частью Европы. И те разговоры, которые происходили на русском языке в книге «Бывший сын», они так или иначе рассказывают о европейской семье, о семье, которая мыслит европейскими ценностями, об академической семье, которая живет в Беларуси. Сейчас я последние 10 лет живу в России и понимаю, что есть очень много вещей, которые нас разнят. Есть огромное количество вещей, которые нас объединяют, в том числе язык, который нас объединяет, и общее прошлое. И я родился, условно, в БССР, да, и 7 лет прожил в Советском Союзе. Но при этом я понимаю, что есть огромное количество вещей, на которые мы смотрим по-разному. Donc je dois tout d'abord remarquer que bien qu'on parle la même langue, on est quand même des citoyens de différents pays. Et bien sûr que Minsk a toujours été différente de Moscou. Minsk a toujours été, qu'on le veuille ou non, une ville européenne. Et dans mon livre, les conversations qui se font en russe, ce sont les conversations qui appartiennent donc à une famille européenne avec des valeurs européennes. J'ai vécu 10 ans en Russie
Et j'ai vu beaucoup de choses qui nous séparent, bien qu'il y ait beaucoup de choses qui nous sont communes. Déjà le passé commun, par exemple, moi je suis née et j'ai vécu 7 ans dans la République soviétique socialiste de Biélorussie. Donc tout de même, il y a des choses qui sont très différentes. И я бы вот хотел добавить, что именно поэтому книга называется «Бывший сын», потому что в один момент я почувствовал, что я стал бывшим сыном своей страны, которая... Я обучался в школе, и мне рассказывали... Я попал в то время, когда в 91 году я пошел в школу 1 сентября, 21 августа не стало Советского Союза, 1 сентября я отправился в школу, и мое обучение в школе происходило в новой стране, которая собиралась стать частью Европы. И вдруг история возвращается как бумеранг, и по мере того, как я расту и поступаю в университет, я понимаю, что я вновь оказываюсь в Советском Союзе, у меня происходит обучение на белорусском языке, несмотря на то, что мы разговариваем в семье на русском, но я вдруг понимаю, что я никак не соответствую этой стране, которая резко вернулась в Советский Союз. Мне кажется, сейчас только это происходит в России. Россия сейчас делает то, что Беларусь сделала несколько лет назад с этим возвращением в советские времена. И язык здесь не становится определяющим. Здесь не важно, ты становишься бывшим для своей страны, не важно, говоришь ты на белорусском или на русском, а белорусский язык становится, как я уже говорил, определением в какой-то момент позиции. Donc, je voudrais dire que mon livre s'appelle Bывший сын, l'ex-fils, parce que je me suis sentie à un moment l'ex-fils de mon pays. Je suis allée à l'école en 91, c'est-à-dire que le 21 août, l'URSS a cessé d'exister, et le 1er septembre, je suis allée à l'école, et je suis allée à l'école dans un nouveau pays qui s'apprêtait à devenir une partie de l'Europe. Et tout d'un coup, tout a ralenti et on a commencé le retour en arrière, le retour dans l'époque soviétique. Et c'est là que j'ai senti que je ne faisais plus partie de ce pays qui faisait ce retour en arrière. Et je crois que c'est ce qui se passe aujourd'hui en Russie, qui fait ce que la Biélorussie avait déjà fait quelques années plus tôt, qui commence donc son retour vers l'époque soviétique. Merci beaucoup. Alors, Oles, vous avez un livre avec vous qui s'appelle Dokivsk Rus, c'est-à-dire la Russe pré-kivienne. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de ce livre et puis de ce qu'on appelle la Russe kivienne, qui est à l'origine du monde ukrainien et russe, qui est sujet à différentes interprétations côté russe et côté ukrainien? Эта книга называется «До-Киевская Русь». Ce livre est appelé La Russe pré-kievienne. Существует устойчивый, всем известный термин «Киевская Русь». Il existe le terme qui est connu à tout le monde, la Russe kievienne. Парадокс состоит в том, что авторами этого термина были московские историки первой половины XIX века. Et le paradoxe est dans le fait que les auteurs de ce terme étaient des historiens moscovites de la première moitié du XIXe siècle. Потому что в реальности, тогда, когда Киевская Русь существовала, то есть в X, XI, XII, XIII, XIII веках, parce que dans la réalité, quand la Russe kievienne existait, dans le Xe, XIe, XIIe, XIIIe siècle, она называлась просто Русью. Elle s'appelait tout simplement Russe. И я заметил, я писал эту книгу, когда в Киеве происходила революция. Et j'ai écrit ce livre au moment où il y avait la révolution à Kiev. В ноябре и декабре 2013 года. En novembre et en décembre 2013. В январе и феврале 2014. Et en janvier et février 2014. Она начинается с того, что в Википедии в
в русскоязычной версии Википедии термин «Киевская Русь» исчез. Et il commence avec la disparition dans la version russe de Wikipédia du terme russe kievienne. Я заинтересовался превращениями этого термина на протяжении его появления в исторической публицистике и в исторической науке. Et je me suis intéressée à l'évolution de ce terme depuis le moment de son apparition dans les publications historiques. И тем периодом, когда Русь еще не пришла в Киев, но уже существовала как государство. Et par cette période où la Russe n'était pas encore venue à Kiev, mais existait déjà en tant qu'État. Ну, не секрет, что до сих пор финские народы называют Русью не нынешнюю Россию, а Швецию. Они называют ее Руотси. Ce n'est pas un secret que les peuples finnois appellent jusqu'aujourd'hui la Russe, donc ils n'appliquent pas ce terme à la Russie, mais à la Suède, Ruotsi. Ну, собственно, первыми русскими были шведы. C'est-à-dire que les premiers Russes, c'était des Suédois. А первая русская династия Рюриковичей являлась потомками скандинавской династии Скьолдунгов, которые выводили себя от бога Одина. Et la première dynastie de Russes, les Rurikovitch, étaient les descendantes d'une dynastie scandinave qui croyait qu'à son origine était le dieu Odin. Поэтому меня очень заинтересовал период, который относится к эпохе великого переселения народов. Et je me suis très intéressée à l'époque, au moment du grand exode des peuples. Тогда на территории нынешней Украины появилось скандинавское племя готов. C'est là que sur le territoire de l'Ukraine actuelle a apparu la tribu scandinave des Goths. А также следующий период, Et aussi, je me suis intéressée à la période qui a suivi, когда близкие этнические родственники готов quand les parents ethniques des Goths, свионы, les Suotes, то есть шведы, c'est-à-dire les Suédois, появились на территории нынешней Северной России, там, где Ладога, там, где сейчас Петербург, там, где сейчас Новгород, Псков. ont apparu sur le territoire de la Russie du Nord actuelle, là où il y a Ladoga, Pskov, Saint-Pétersbourg aujourd'hui. На территории нынешней Белоруссии, там, где Полоцк. Sur le territoire de la Biélorussie actuelle, là où il y a Polotsk. И, наконец, через Смоленск дошли до Киева. Et finalement, via Smolensk, ils sont allés jusqu'à Kiev. Я обнаружил, что на территории Руси происходили те же процессы, что и во всем мире. Et j'ai découvert que sur les territoires de la Russe, il se passait les mêmes processus que dans le monde entier. То, что мы называем центробежными и центростремительными силами, которые то строят, то разрывают государство. C'est-à-dire qu'il y avait donc ces forces qui, centralisantes qui des fois concentraient et des fois déchiraient l'État. Собственно, происходило всегда то же, что происходит и сейчас. C'est-à-dire qu'il s'est toujours passé ce qui se passe aujourd'hui. Борьба за экономические интересы. La lutte pour les intérêts économiques. Потому что любое государство – это, если хотите, первоначально торгово-промышленная компания. Parce que n'importe quel État, au début, c'est une sorte d'entreprise industrielle et commerciale. Которая потом разветвляется и создает несколько компаний. Qui ensuite crée des branches, des filiales. Это конкуренция, борьба за власть. Il y a la concurrence, la lutte pour le pouvoir. Это кровь. Et il y a le sang. То, что мы называем величием. Ce que nous appelons la grandeur, трагедией. La tragédie. Собственно, как всякий писатель, я тщеславен. Comme n'importe quel écrivain, je suis ambitieux. И счастлив
что являюсь изобретателем этого термина «докиевская Русь». Et je suis heureux d'avoir inventé ce terme, la Russe prékievienne. Надеюсь, он приживется в истории. Et j'espère que l'histoire le retiendra. Спасибо. Merci. Merci à vous tous. Il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Une question, madame? Alors, parlez fort. Déjà un microphone. Nous sommes bien conscients, et en particulier ce que vous avez dit l'a confirmé, que le clivage est devenu confrontation belliqueuse, militaire, armée, etc. Dans le Donbass, n'est pas d'ordre strictement linguistique. Alors c'est une question qu'on laisse. Et donc, quel est le clivage au fond? Qu'est-ce qui a fait que, au fond, quelles sont les motivations des séparatistes du Donbass, de Donetsk, alors que certains parlent ukrainien? Et qu'est-ce qui fait qu'ils ne se sentent pas toujours citoyens ukrainiens? Alors Laurent Chamontin, vous donnez une réponse? Je vais vous donner ma vision. Bon, évidemment, on aborde un terrain assez polémique, donc je vais vous donner ma vision. Elle pourra être complétée par d'autres. Pour moi, la question actuelle dans le conflit qui oppose la Russie et l'Ukraine, puisqu'il faut quand même appeler les choses par leur nom, n'est pas lié au linguistique. Le problème est lié à la modernisation. Le problème de la modernisation du monde russe est un problème important parce qu'on a quand même un État, une forme d'État très dysfonctionnel, un État qui fonctionne mal, qui ne garantit pas la santé, l'éducation, la justice. Le problème de la justice est quelque chose de très important, plutôt de l'absence de justice. Donc, ce problème-là est très important et quelque part, c'est pas très étonnant que l'Ukraine cherche à se libérer, encore une fois, de ce modèle politique, dans la mesure où, d'une part, elle est soumise aux influences occidentales, puisque la Pologne est à côté, les Ukrainiens de l'Ouest ont la possibilité de voir ce qui se passe en Pologne, et en même temps, l'Ukraine se trouve être dans une situation relativement défavorisée parmi les anciennes républiques soviétiques. Le niveau de vie est assez bas, quelque part vers 5 000, 6 000 $ de PIB par an, comparé à 35 000 pour la moyenne de l'Union européenne, à 18 000 en Russie, donc différence de PIB qui est liée en particulier à l'existence souvent de la rente pétrolière. Donc l'Ukraine est dans une situation, d'un côté, elle voit le trajet qu'a pris la Pologne. Il y a 25 ans, Pologne et Ukraine étaient à peu près sur la même ligne. Et puis, d'un autre côté, elle se trouve dans une situation où elle voit manifestement qu'elle est très défavorisée, et donc elle essaye ce qui se passe en Ukraine, le phénomène de fond actuellement, c'est que les gens essayent de trouver une voie qui les ramène sur une trajectoire de modernisation. Et ça rentre clairement en conflit avec la politique russe et aussi avec les intérêts de ces élites qui ne sont pas forcément très motivées par une modernisation, surtout si celle-ci vient du côté ukrainien. Alors, on va peut-être demander à OLS après ce qu'il en pense, mais moi je voudrais demander comment on regarde ce conflit depuis la Biélorussie. Est-ce que peut-être Dmitri pourrait nous donner simplement sa vision, la vision biélorusse de ce conflit, qui a quand même des ressemblances dans sa situation? Я продолжу ответ Саши о том, насколько мы разные, то есть жители Беларуси и, скажем, жители Центральной России. Je vais continuer la réponse de Sacha qui disait qu'on était différents. On est effectivement très différents, les habitants de la Biélorussie et les habitants de la Russie centrale. Я приведу один исторический факт, связанный
с Беларусью, который даже белорусы, ныне живущие в этой стране, не знают и не осознают. Je vais citer un fait historique que même certains Biélorusses qui vivent dans ce pays ne connaissent pas et ne conçoivent pas. Но тем не менее это наследие на их поведение, на их какие-то реакции жизненные, человеческие влияет. Mais il y a un certain héritage, une certaine influence de leur comportement, de réaction dans leur vie. Когда меня спрашивают, чем русскоязычная поэзия Беларуси отличается от российской, я отвечаю тем, что она в основном еврейская. Quand on me demande en quoi la poésie russophone biélorusse est différente de la poésie russe, je dis que le fait est que dans son essentiel, c'est donc la poésie juive. До Второй мировой войны Минск, без преувеличения, был мировой еврейской столицей. Avant la Deuxième Guerre mondiale, Minsk était sans exagération la capitale juive mondiale. Напомню, что государство Израиль возникает только в 1948 году. Je vous rappellerai que l'État d'Israël n'a été créé qu'en 1948. Минск был столицей советской Белоруссии, одним из государственных языков, который был идиш, язык европейского еврейского рассеяния. Minsk était la capitale, une capitale soviétique dont l'une des langues nationales était l'yiddish, la langue des Juifs d'Europe. В государственный герб БССР были вплетены строки на идише. Et sur l'emblème national de la République soviétique socialiste de Biélorusse, il y avait des lignes en yiddish. На идише можно было получить среднее и высшее образование. On pouvait avoir l'éducation secondaire et supérieure en yiddish. Еврейские литераторы съезжались в Минск отовсюду, чтобы создавать новую европейскую и еврейскую культуру. Et les littéraires juifs arrivaient à Minsk de partout pour créer une nouvelle culture juive biélorusse. Выходили газеты, журналы и книги на идише. Успешно работал еврейский театр. Il paraissait des journaux, des magazines, des revues en yiddish et il y avait un théâtre yiddish qui travaillait avec succès. Но в 1937 году Mais en 1937, была единовременно расстреляна вся еврейская элита Беларуси вместе с белорусской. On a fusillé en même temps toute l'élite juive biélorusse, ensemble avec l'élite biélorusse. В один день были казнены Минские, Гений и Зихарь. Donc le même jour, on a exécuté les génies de Minsk tels que Зихарь, Изикарик, Мойше Кульбак, Moshe Kulbak, Зелик Аксельрод и многие другие. Zelik Axelrod et beaucoup d'autres. В годы войны немецкие нацисты подвергли тотальному уничтожению евреев в Беларуси. Et pendant la guerre, les nazis allemands ont effectué l'extermination totale des juifs en Biélorussie. Но после освобождения страны многие евреи вернулись из эвакуации. Après la libération du pays, plusieurs juifs sont revenus d'évacuation ou du front. Если до войны евреи составляли 50% городского населения Беларуси, то после войны это было 15-20%, но это тоже очень много. Si avant la guerre, les juifs faisaient 50% de la population urbaine de la Biélorussie, après la guerre, ça ne faisait que 15-20%, ce qui est quand même beaucoup. В 1948 году в Минске был убит Соломон Михоэлс, великий актер и председатель еврейского антифашистского комитета. En 1948, à Minsk, a été tué Solomon Michaels, qui était le président du comité antifasciste de Minsk. Началась кампания по борьбе с безродным космополитизмом и низкопоклонством перед Западом. On a commencé la campagne contre le cosmopolitisme et l'inclinaison devant l'Occident. Dimitri, est-ce que vous pourriez conclure parce qu'on a très peu de temps? Да. То есть закрылись еврейские газеты, журналы, и евреи вынужденно перешли на русский язык.
C'est-à-dire que toute la presse en yiddish était fermée et les juifs ont été contraints de passer en russe. Когда я в 70-е годы вошел в литературное сообщество, я встретил русскоязычных поэтов еврейского происхождения, которые, конечно, наследовали великой русской традиции, но и несли что-то еще другое, что я в тот момент не мог понять и осознать. Теперь я знаю, что это было. Et quand je suis entrée dans la communauté littéraire dans les années 70, j'ai retrouvé des poètes russophones, juifs, qui bien sûr héritaient de la tradition de la poésie russe, mais qui portaient aussi autre chose, quelque chose de plus, et maintenant je sais ce que c'était. И поэтому нам очень близко, очень понятно то, что происходит в Украине. Et c'est pour ça, ça nous est très proche, et nous le comprenons très bien ce qui se passe en Ukraine. Что ситуация эта может распространиться и на Беларусь. Le fait que la situation peut se propager en Biélorussie. Parce qu'on va demander à Sacha de conclure, pareil, la même chose, son sentiment sur le Donbass, vu de la Russie, de la Biélorussie, pardon. Очень быстро хотел подытожить, что, безусловно, в Беларуси мы сейчас очень обеспокоены. Je voulais juste le résumer très vite en disant que bien sûr en Biélorussie aujourd'hui nous sommes très inquiets. Я понимаю, что сценарий, который разыгран в Украине, он может очень легко перенестись на Беларусь. Je comprends que le scénario qui a été joué en Ukraine peut très bien se jouer en Biélorussie. Потому что и как раз для этого, к сожалению, используется язык и национальные идеи. Et pour cela, malheureusement, on utilise la langue et les idées nationales. И, к сожалению, культура становится жертвой одного или нескольких человек, которые считают, что только одни могут вершить судьбы Европы. Et donc, malheureusement, il devient donc des instruments dans les mains de plusieurs personnes qui croient que seuls peuvent décider des destins européens. И я вчера, когда выступал на французском радио, очень много говорили, мои коллеги, с которыми я общался, очень много говорили о Декарте, о Канте, о Гоббсе, и пытались оценить эту ситуацию с точки зрения философии, но мне кажется, что все гораздо проще. И к этой ситуации, которая сейчас происходит в Украине, нужно подходить с точки зрения психиатрии отдельно взятого человека. Et hier, pendant mon intervention donc à la radio, mes collègues français ont évoqué Kant, Descartes, Hobbes, ils ont essayé de comprendre ce qui se passe en Ukraine du point de vue philosophique, mais moi je crois que c'est beaucoup plus simple et qu'il faut approcher le conflit en Ukraine du point de vue de la psychiatrie d'une seule personne. Merci beaucoup à tous les 4, tous les 5. Merci d'avoir traduit. Merci d'être venus à Paris aujourd'hui. Et merci de vous être exprimés sur ce sujet qui n'est pas toujours facile. On vous retrouve, je crois, dans différentes conférences, tables rondes, aujourd'hui, demain, après-demain. Nous vous attendons. Merci. Merci.